suis très honoré et très heureux de parler à toute tête ici, dans cette buvette, à l'occasion du festival du livre à Metz et de ses 30 ans, ceux dont lesquels sont donc consacrés, je crois que c'est l'intitulé, quelque chose de Debout, c'est ça? Debout, hein, ça s'appelle comme ça, au surgissement des énergies vaillantes et combatives. Alors on m'a dit, dans ce cadre-là, comme ça, surgissement des énergies vaillantes et combatives, Vuillard, mon ami, peux-tu nous faire, Vuillard c'est moi, peux-tu nous faire un petit numéro de philo foraine qui aborde comme ça la véhémence, la combativité dans l'espace du politique. J'ai dit... Oui, et je suis venu, mais fallait trouver un titre à mon intervention, à mon numéro de philo foraine, et peut-être que les gens le connaissent un petit peu. Le numéro de ce matin, on est déjà un peu avancé sur l'heure de l'apéro, mais je me suis levé tard, hein. Le numéro, donc ce matin, c'est... Oui, très bien. Je me souviens un peu de ce que je viens de faire, quand même. Un vegan, ah ouais, merci. Un vegan peut-il gueuler mort aux vaches? Voilà. Alors, je vais le traiter devant vous, mais je vous mets à l'aise, parce que comme ça, des fois, très vite, les gens, ils ont un peu peur de la philosophie, comme ça les intimide. Ils disent machin, c'est prise de tête et tout. On va entraver que chi, ça va être une horreur, sans nom et tout. Alors, vraiment, je vais vous mettre tout à fait à l'aise, hein. Certains le savent déjà, je suis pas vertu à être philosophe. J'ai pas vertu du tout d'ailleurs. Si je viens là, c'est plutôt comme philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, dégravateur de concepts, et éventuellement pétomane mental, mais uniquement le week-end est sur rendez-vous. Ça calme, déjà. Il y a un mec comme par exemple Deleuze. Vous connaissez les gens de Deleuze à Nancy? Si, non. À Nancy, ils connaissent pas, mais à Metz, oui, hein. Oui. Le mec s'appelle Deleuze, comme c'est les voir, le philosophe, le mec, il crée, comme ça, il produit le concept. Je suis pas philosophe, hein. Je crée pas grand-chose, hein. Je produis peu. Je suis un pur produit. 2 fois, j'ai vite vu le résultat. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici à Metz parmi vous, hein. C'est pas pour venir à Metz vraiment présenter mon système philosophique, hein. C'est plutôt d'abord pour fuir mes responsabilités familiales et conjugales et éviter d'assumer justement les 2 mômes que j'ai laissés à la maison. J'ai dit à ma femme, je vais à Nancy évangéliser les barbares, leur apporter la culture et la philo. Elle m'a dit c'est génial, vas-y, c'est important, vraiment, faut engager le rapport de force, la culture, ça. Tranquille, comme ça je laisse avec mon môme, moyenne de 3 en maths, horrible, tu vois. Là, je suis bien. Tu vois? Voilà, donc tranquille, hein. Pas philosophe à système, pas philosophe à concept. Santé. Voilà quand même comment je vais procéder pour traiter de la chose. Un vegan peut-il gueuler mort aux vaches? Vu que c'est pas moi que je vais causer, vu que j'ai pas de système, je vais plutôt mobiliser les auteurs, philosophes. Je vais les énoncer, voire même s'il le faut, des fois les dénoncer, hein. Il y a une tradition dans la famille depuis 1941. Ainsi, par exemple, je ferai rappel à des mecs que vous connaissez, un mec qui s'appelle Hobbes, philosophe anglais, 17e siècle. C'est ancien, hein? Pensez pas au nouvel Hobbes, hein? On est plutôt sur un... Voilà. Je fais rappel aussi à d'autres auteurs comme ça, au fur et à mesure qu'ils vont me venir. C'est un mec, les gens connaissent plus trop Georges Balandier. Un nom comme ça, je dirais que c'est un comique troupier des années 20. Mais non, c'était un mec, un philosophe, un anthropologue et tout. Je rappelle à d'autres auteurs comme ça. Un mec aussi, tu connais peut-être Héraclite. Tu connais Héraclite? Oui. On connaît Héraclite, allez à Metz, n'est-ce pas? Héraclite, il venait d'Éphèse. On n'a vraiment jamais rien compris à ce qu'il écrivait. C'est pourquoi je le citerai d'ailleurs. Hein. Très obscur, on l'appelait l'obscur d'Éphèse. Hein. Parce que tout le monde le sait, hein, tout ce qui sort d'ailleurs d'Éphèse est généralement obscur. Hein. Ah là ça réagit, hein. Dès que c'est de la grosse balle ça réagit quand même, hein, tu vois. Donc je me rappelle comme ça des auteurs par-ci par-là, donc c'est pas moi qui parlerai en mon nom propre, hein. Là-dessus soyez très à l'aise, je suis tout à fait ouvert à la pensée des autres, hein, vraiment ouvert comme je veux. Alors après, une fois qu'il y aura ainsi le développement fait par ma pomme, bon rapide, hein, je sais pas, un quart d'heure max, hein. Ensuite il y aura une deuxième partie, parce que vous savez comment c'est en philosophie, il n'y a pas qu'une partie qui est la thèse,
il y a une deuxième partie, et vous la connaissez sans doute, messieurs, dames, car vous avez fait des études, je n'en doute pas. Après la thèse en philosophie, il y a... Oui, très bien, sans déconner, le FC Nancy est puissant ici. Hein. Donc effectivement, il y a la deuxième partie de l'antithèse, lors de laquelle je pourrais prendre la parole, et s'il le faut, instruire une polémique avec les auteurs, selon lesquels que je t'ai causé en première partie. Mais, vous savez, en philosophie, il y a toujours non pas deux, mais trois parties. Deux, c'est les témoins de Jéhovah, ils sont à l'entrée. Deux, c'est les gendarmes, ils m'attendent aussi à la sortie. Mais les philos, c'est plutôt trois. Hein. Donc vous avez généralement la thèse, vous avez ensuite l'antithèse, et vous avez la troisième partie, classique, on la connaît tous, c'est la Synthèse. foutaise. Donc chez moi au Seigneur, il y aura une troisième partie, après donc que j'ai causé, après que t'aies causé, et bien ma foi, il y aura le pot de l'amitié, lors duquel nous pourrons donc continuer à philosopher en ayant un peu du carburant. Alors voilà un peu le truc. C'est bon, ça va? Très bien. Hein? Il a encore temps de sortir, hein, pour ceux qui se disaient ça va être un peu du Raphaël Antonov et tout ça. Je trouve très beau, moi. Mais moi aussi, je trouve trop sexy. Bien sûr. Et moi, je suis sexy, moi, un peu, dis-moi. Ah, j'ai bien fait de venir quand même, hein. Oui, alors donc, voilà, le sujet c'est un vegan peut-il gueuler mort aux vaches? Pourquoi je me pose cette question? Moi je respecte les végans, les mecs ils peuvent bouffer ce qu'ils veulent ou pas et tout, c'est pas un problème de pas taper dans la barbaque, hein. Moi ça me dérange pas, ou pas d'aller chercher au cul des poules les œufs, hein. C'est pas un souci, hein. Ou pas se taper les vaches et tout ça. Non, mais si vous voulez, je me dis, cette espèce de, comment dire, de volonté de ne pas faire violence, tout ça, hein. Pas faire violence aux animaux, je la respecte et tout ça, mais je pose la question de me dire, oui mais quand même, de ne vouloir jamais faire violence, de vouloir à tout prix esquiver le rapport au conflit, est-ce que c'est pas un peu enquiquinant? Non pas dans la sphère animale, ça je le comprends, hein, je veux dire c'est trop mimi les chatons et tout ça, il n'y a pas de problème, hein, mais dans la sphère du politique. Vous voyez? Et je me dis, à vouloir être intransigeant sur la question du rapport à la violence et du rapport au conflit, est-ce que c'est pas un peu emmerdouillant, sitôt qu'on aborde la question, peut-être du rapport un peu plus rugueux, un peu plus sauvage, des fois comme ça, avec la sphère du politique et puis aussi un petit peu avec la sphère gendarmique. Voyez le sujet, ce dans lequel que je vais causer? C'est bon, hein? Donc je peux me mettre à dos tous ceux qui mangent des cakes au thé matcha, qui font des meringues avec de la gelée de jus de pois chiches. Moi je respecte même les gens qui ont mauvais goût, hein. C'est pas un problème. Mais je pousse un peu plus loin et à l'heure le sujet et je me dis ok d'accord. La non-violence, qu'en est-il de cela dans le rapport au politique? D'où le sujet, un vegan peut-il gueuler mort aux vaches? Non, déjà il est clair qu'il ne veut pas bouffer de la vache enragée, même pas de la vache, mais quid de l'attitude du vegan, hein, quand il a se faire matraquer la gueule sur une magouille. Non, je ne réponds pas, car malgré tout, derrière l'homme, je vois la vache, il y a la vache, le respect, tout ça. Vous voyez un petit peu le problème? Ça va? Alors le problème, il me semble qu'il a été bien abordé il y a fort longtemps. On est au 6e siècle avant les jeunesses communistes. C'est un sujet qui a été très bien apporté par le mec que je te causais, Héraclite. Parce qu'Héraclite, il a une phrase, il rapplique avec une phrase, Héraclite d'ailleurs, une phrase qui est assez stupéfiante comme ça. Il dit la chose suivante, hein, il faut la méditer. Il dit, la guerre est le père de toute chose. La guerre est le père de toute chose. Il est en train de nous dire quoi avec une phrase pareille? Il est en train de nous dire, messieurs, dames, quand même, tout ce qui est au monde, toutes les choses qui sont prises dans le monde, elles sont prises dans un tourbillon, elles sont prises dans le mouvement, et pour qu'il y ait du mouvement et pour qu'il y ait du tourbillon, il faut qu'il y ait des contradictions. S'il n'y a pas de contradiction, tout est immobile, et là où il y a de l'immobilité, il y a de la mort. Pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait donc dynamisme, et il ne peut pas y avoir autrement de dynamisme qu'à la condition qu'il y ait quelque part quelque chose comme du conflit. Vous voyez? Donc c'est à ce titre-là qu'il a cette phrase un petit peu violente, un peu stupéfiante. Il nous dit, la guerre est le père de toutes choses. Si vous voulez, c'est comme par exemple, tu sais, tu vas par exemple, le yin et le yang.
Les gens, ils connaissent le yin et le yang, hein. D'accord, mais imaginez un yin et yang un tout petit peu plus couillu quand même, hein. Parce que c'est pas simplement des formes, vas-y, machin, qu'elles s'emboîtent et tout, qu'elles se niquent gentiment et tout, hein. Mais comprenez que ce qui se joue aussi dans cette jonction de deux forces qui sont noires et blanches, jeu d'échecs. D'abord, il y a confrontation. Et s'il y a front qui heurte l'autre front. Et la confrontation, c'est d'abord une expérience qu'est celle du conflit. Alors des fois c'est un peu emmerdant parce qu'on se dit oui mais la guerre c'est quand même massacrer l'autre et l'anéantir. C'est pas vraiment ça parce que là j'ai besoin de l'autre comme un partenaire dans la lutte, il nous dit Héraclite. D'ailleurs il y a un mec qui s'appelle Marcel Conche. C'est un philosophe, mais il est vivant. C'est bizarre, hein, je sais que c'est paradoxal. Hein. Marcel Conche il dit, d'ailleurs on ne devrait pas traduire par la guerre est le père de toutes choses, parce que ce qui on dit la guerre, on pense qu'il y a l'extermination de l'ennemi. Alors que du côté d'Héraclite, l'ennemi c'est plutôt l'adversaire dont j'ai besoin. Et lui a besoin de moi, parce qu'en se frictionnant, en se mesurant à l'autre, j'avance et l'autre aussi il avance. Vous voyez ça, hein? Alors il dit, on va traduire autrement, et on va dire plutôt que la guerre est le père de toutes choses, et lui il dit la joute. Pas mal, la joute. C'est quand tu fais une joute, il y a les règles du jeu qui fait que tu vas pas exterminer, ne pas trop bousiller l'autre. Tu comprends? Tu te bousilles mais un peu quand même. Tu te bousilles mais léger. Quoi, tu vois, un fauteuil roulant après, mais debout comme voilà, tu vois, hein. Donc la joute est le père de toutes choses. Hein. Pas la jute. Hein, bien sûr que la jute est le père de toutes choses, mais là, c'est pas de la philosophie, c'est de la biologie, hein, on sait tout ça. Donc la joute, hein, n'oubliez pas le haut. Hein. Vous oubliez la rondelle, vous avez tout loupé. Hein. Bien sûr, si vous sautez la rondelle, vous êtes dans la jute, et bien sûr, ça arrive. D'accord, elle est le père de toutes choses. Hein, mais la joute est le père de toutes choses. Tu le vois ça? Tu le piges? C'est bon? Tu le comprends? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Héraclite, bien sûr, il dit ça, mais c'est un peu de la métaphysique et tout, tu vois, et tout. Et il y a un mec dans la modernité qui va un peu reprendre la pensée d'Héraclite, et c'est le fameux Hobbes, duquel je vous parlais tout à l'heure. On est au XVIIe siècle et lui il est vraiment intéressant parce qu'il nous fait rentrer dans la modernité, et lui il reprend ça, il reprend la place centrale de la guerre, mais pas en des termes métaphysiques comme ça, mais en des termes politiques. Et il dit quoi? Il dit la chose suivante, c'est vraiment un auteur très moderne, il dit, bon, faut arrêter d'avoir des pots de saucisson quand même en face des yeux, la vérité quand même. Voyez comment sont les gens. Tu les connais les gens? Tu les connais les gens en fait? Tu en connais des gens? Tu as une vie sociale? Eh ben, quand tu connais les gens en fait, nous dit Hobbes, qu'est-ce que tu découvres? En fait les gens n'imaginent pas qu'ils sont habités comme ça par des sentiments généreux et tout ça. Les gens ils sont essentiellement habités par une espèce de mouvement purement mécanique. Et le mouvement purement mécanique des gens c'est quoi? C'est la défense de leur intérêt propre. Ça c'est comme ça. Hein. Parce qu'on est putain travaillé par l'instinct de survie on pourrait dire. Hein. Donc il faut arrêter de croire à la mouche qui peut être en plein vol. Hein. Les relations qu'on établit les uns avec les autres, c'est des relations qui sont d'abord fondées par des rapports de prédation. Hein. Ah c'est fini les bisounours. Hein. Alors les véganes, c'est bon, d'accord qu'ils épargnent les vaches, mais ils se font bouffer la gueule quand même au boulot quoi. Tu vois, c'est ça le drame, tu comprends? Et hop, il dit ça, il dit oh putain ça va, dessine les paupières, retire les pots de saucisson quoi. La relation à l'autre, elle est marquée au sceau du conflit. Elle est tellement marquée au sceau du conflit qu'il dit cette phrase en latin. Il dit homo homini lupus. Alors homo homini lupus, les gens ils croient que ça veut dire en latin, c'est une maladie de peau des homosexuels, tu vois. Lupus, non, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Il veut signifier qu'en définitive, la violence, alors j'ose pas dire qu'elle est fondatrice, parce qu'elle peut pas être fondatrice, mais elle est la clé et la base même des relations que les hommes établissent les uns avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle, continue la miotte, il faut un pouvoir, un putain de pouvoir, mais ça rase sans déconner, comment il est là, comme ça, pouvoir d'État qui vise à quoi faire? Ben en définitive, à être capable de menacer d'une violence plus dure encore, que la guerre privée que les individus pourraient se livrer les uns avec les autres. Donc il faudra un glaive public plus redoutable et plus terrorisant encore que l'éventuel recours au glaive privé. Tu le suis ça? Tu le vois? Allez, même il est encore plus radical que ça, il dit au fond la fonction de l'État c'est quoi? C'est la terreur. Parce que trop les mecs qui nous pipotent aujourd'hui, ils nous disent l'État de droit contre le terrorisme. Hobbes, qui est un des premiers auteurs de la modernité, il dit mais non, faut arrêter vos conneries quand même. La première fonction de l'État, c'est de terroriser la société pour qu'elle n'ose plus recourir à la violence. Allez, prends ça dans ta gueule. Alors les gens ils disent ouais, tout ça, Guyard il pipote et tout, les déjà son 4e verre et tout. Seulement
depuis une demi-heure. Et ils disent peut-être, ils nous pipotent, ils nous racontent que des pipeaux et tout, ça les connaît, il a de la jaffe et tout, il pourrait désosser une merco qui revend des pieds détachés comme ça à débutant avec une marge de bénéfice de 30%. Mais non, la vérité, ce que je vous raconte, c'est vrai, parce que tiens, par exemple, rien que pour vous, ici, ouais, à Metz, je suis venu. C'est qui son bordel? Je suis venu, c'est cela? C'est cela, moi chérie? Oui, c'est cela. Je suis venu, rien que pour vous, avec des extraits de philosophes dans cette boîte. Enfin non, pas des extraits de philosophes dans cette boîte, parce que sinon ça fait un peu trop ambiance 3D quand même. Des extraits de pensée de philosophes, et notamment des extraits de la pensée du philosophe Hobbes, ce dont que je te cause, ils sont là-dedans, dans ces petits livrets de philosophie foraine, que je vais circuler parmi vous pour te le distribuer. Donc, un vegan, petite gueule et mort aux vaches, tu vois, je vais passer comme ça dans les rangs, enfin dans les rangs, je te dis pas comment ils sont dérangés les rangs. Hein, et vas-y que je vais passer, que je vais défiler comme ça, et puis, quand je te dirai de l'ouvrir, tu la fermes. Quand je dirai de l'ouvrir, tu l'ouvriras, tu comprends? Tant que je ne dis pas de l'ouvrir, bien sûr, tu ne l'ouvres pas. Ça va? Tu comprends le dispositif? J'espère que j'en aurai assez. Si j'en ai pas assez, si vous êtes venu avec un partenaire sexuel, par exemple votre femme, hein, votre mari, ou votre... Tu fais pas des enfants avec? On essaye, mais ça marche pas. Voilà, c'est bon, il y a des moyens. Je pourrais vous aider si vous voulez la tour de rôle. Mais... En tout cas, si tu viens avec en couple, c'est pas plus mal, tu me le dis, je te donne un pour deux, ça me fait économiser. Si tu es venu avec ton partenaire sexuel légitime, légal, mais si en plus tu es venu avec ta maîtresse ou ton amant, et que vous êtes tous les trois côte à côte, et qu'il en profite pour te flotter gentiment, tu comprends, parce qu'il y a la foule et tout. Pas de problème, tu me le dis, j'en donne un pour trois, ça m'en fait économiser. Si tu es venu en minibus, parce que tu es prêt à des expériences sexuelles ultimes. Super, j'en donne un pour 8. Mais en échange, tu me donnes ton adresse. S'il reste une place dans le minibus, viens ce soir au Novotel. D'accord, c'est bonnard? Allez, hop, on distribue la bonne cam. Tiens, ma chérie. Avec monsieur? J'ai essayé de demander le plan. Essayez. Tiens, tenez madame. Tenez madame. Vous êtes avec monsieur? Ah. Hop. Hop. Attends, cher monsieur, chère madame, vous êtes ensemble mesdames? Ah. Tiens, hop chérie. Tiens. Ça commence à me saouler cette histoire. Tiens. Ouais, attends, tiens. Tiens au fond là. Voilà. Bonjour là. Allez, comment ça va? Un double-mou. Et là, vous êtes bon là? Allez, dans vos gueules, allez. Tiens, prends ici, tiens, prends. T'en veux là? T'en demandes un gourmand là, allez, tiens. Je sais pas, là, vous êtes chargé là? On a pas? Mais t'es inépuisable. Tiens, hop, attrape. Ouais, viens là. Là. Balance là. C'est bon, tout le monde n'est pas chargé? Regardez. C'est bon, ça va? Ça va? N'ouvre pas. N'ouvre pas, hein? Regarde, je vais vous donner maintenant, tu regardes le texte de Hobbes, regarde. 1, 2, 3, tu n'ouvres qu'une fois. Hop là. Regarde-moi ça, j'ai dessiné une jolie peau de vache. J'ai dessiné une jolie peau de vache. Alors, regarde ce qu'il nous dit. Thomas Hobbes dans le Léviathan, livre 1, chapitre 13. Il est manifeste que, tant que les hommes vivent sans une puissance commune qui les maintienne tous en crainte, ils sont dans cette condition que l'on appelle guerre, et qui est la guerre de chacun contre chacun. La guerre ne consiste pas seulement dans la bataille ou dans le fait d'en venir aux mains, mais elle existe tout le temps que la volonté de se battre est suffisamment avérée
la nature du mauvais temps ne réside pas seulement dans une ou deux averses, mais dans une tendance à la pluie, nous dit ici Hobbes, et c'est vachement intéressant, parce qu'il est en train de nous dire que même si la guerre, elle n'est pas manifeste, même si les gens ils sortent pas les couteaux et les fusils, il n'empêche qu'elle est là à l'état latent, et qu'elle existe vraiment dans les rapports humains en permanence. Le conflit, parfois même la violence, c'est vraiment notre nature humaine. Et quand il dit l'homme est naturellement méchant, il ne veut pas dire qu'il est vicelard, mais il veut dire qu'il est porté naturellement à une relation qui est une relation de prédation, une relation d'égoïsme avec autrui. Vous voyez le machin? Ça va? Donc le truc il est intéressant parce qu'il fout un peu mal à l'aise quand même le végan, tu comprends? Hein? Il dit mais là mais comment je me positionne quoi? Ah, ok d'accord ça va avec les biquettes, les moules et tout, tu vois, parce qu'il respecte les moules aussi. Hein? Le byssus, tu vois, tu anesthésies la moule avant de retirer le byssus. Les dépilations nickel, voilà, tout ça. Bah il tue bien les mouches. Et tu les mouches les enculés. Alors mais t'as raison, faut prendre des positions philosophiques radicales. Et malgré tout, c'est dans le champ du politique que la chose commence à être un petit peu emmerdante. Quand bien même on est là à la naissance de la politique moderne, parce que Hobbes est au XVIIe siècle, et il est en train de nous dire qu'il faut un putain d'état fort, qui est le garant du droit. Mais nous autres, on a un petit peu dépassé ça, on est même peut-être même plus avancé. Parce que nous, on s'est rendu compte que si tu veux, au 19e siècle, il y a 3 mecs qui ont déboulé sur scène, le mec qui s'appelle Marx. Tu connais Marx? Oui. C'est Mélenchon avec une barbe. Ou alors Poutou avec des cheveux. Là, tu fais un mix un peu, tu vois, dans le minibus de tout à l'heure, hein, tu les mets ensemble. Tu peux arriver à un truc avec Poutou et Mélenchon, puis une fausse barbe, hein, tu vois, puis un héros aussi, puis tu mets gros chaud. Hein. Et Marx, il est intéressant parce qu'il dit, ouais, mais il a même pas été encore assez loin, Hobbes. Il a même pas été encore assez loin parce que c'est vrai, la société est traversée par des rapports de domination. C'est pas la nature, c'est l'économie qui fabrique ces rapports de domination. Et en plus, arrêtez donc de croire que l'État est bienveillant. Arrêtez donc de croire que l'État il est là pour arbitrer les conflits, nous dit Marx. Et Marx il dit l'État, c'est un outil entre les mains des classes dominantes afin de maintenir la domination économique à travers des dispositifs qui sont des dispositifs politiques. Parce que la fonction de l'État, ça n'est rien d'autre que d'institutionnaliser le vol. C'est pas ce que dit Mélenchon. Mélenchon, il veut sa place au sommet de l'instrument de domination. Je dirais Marx, hein, moi je répète Marx, hein, je vous dis je suis ouvert comme une vieille pute, j'ai pas d'avis personne. Et Marx il est intéressant parce qu'il nous dit bah il faut aller au bout de la logique du conflit et de dire qu'effectivement il y a bien un conflit, mais c'est pas un conflit métaphysique au sens de Héraclite, c'est pas un conflit un peu comme ça, dégager les réalités sociales, matérielles, économiques du réel comme avec Hobbes, mais c'est un conflit qui trouve ses racines dans la réalité qui est la réalité matérielle des forces de production, une société qui repose sur la propriété privée des moyens de production, et puis qui se décline aussi sous la forme de l'émanation d'un État qui n'est pas une puissance neutre et bienveillante, mais qui est au contraire un organe qui maintient la domination. Et donc la violence est là partout, et qu'est-ce que nous avons à faire, nous dit Marx? Ben, nous avons à répondre à cette violence par une réponse qui est une réponse violente et légitime, et c'est la fameuse lutte des classes. Et il a tout pompé, Marx, il a tout pompé à toi un mec que tu connais peut-être pas, mais que je vais t'en causer. Le mec, c'était un curé du XVIIIe siècle qui s'appelle l'abbé Meslier. Ah. Peut-être ça te dit rien l'abbé Meslier, mais il a quand même une phrase célèbre qui mérite qu'on honore sa mémoire. C'est lui le premier qui a dit qu'il faut pendre le dernier des curés avec les tripes du dernier des patrons. Donc, on est vraiment dans une démarche de bel humanisme, d'appel à la tolérance mutuelle avec ceux qui restent. Et il est intéressant parce qu'il a vraiment déjà très clair cette acuité du rapport à la violence légitime, l'abbé Meslier. Et il le lit dans un mémoire qu'il n'a pas osé publier de son vivant parce qu'il était un peu curé, qu'il était un peu en guerre contre la religion, il était athée. C'est très difficile à vivre, hein. Très difficile à vivre, mais enfin bon, des fois on vit avec des contradictions, hein. Par exemple,
il y a des gens de gauche chez Macron, je veux dire, c'est pas... Tu vois, il y a des homos qui n'ont pas encore fait leur coming out et puis qui vivent encore avec... bon, je veux dire, c'est pas un problème, hein. Et cette contradiction, malgré tout, il l'assume, mais il écrit un mémoire dont il estime qu'il n'aura de valeur qu'à la condition qu'il soit publié après sa mort. Et alors, dans ce mémoire, mais alors, il est fou furieux. Et il appelle vraiment, c'est le premier qui appelle à la seule violence légitime, qu'est la violence révolutionnaire, qu'est le recours à une violence libératrice. Grâce à quoi on pourra en sortir de la domination. Pour en finir avec la violence instituée par l'État, il faut recourir à une violence qui est la violence populaire. C'est le premier qui nous énonce en ces termes ce qu'il en est du rapport à la violence et puis du fameux cri mort aux vaches, hein, parce qu'au fond il est là déjà. Hein. Alors, pour en avoir preuve, je vous ai recopié un passage de l'abbé Jean Millier avec un joli dessin. Donc s'il y a des enfants dans la salle, ma foi ils sont à la fête. Hein. Si les enfants s'ennuient, il faut par exemple colorier pendant que tu regardes le texte. Et après, par exemple, après les vacances, lundi, ils peuvent le donner à la maîtresse. Ah, c'est les vacances, après les vacances. Maîtresse qui est végane elle-même. Donc voilà, je m'ai fait une mèche un peu molle comme ça, parce que souvent le vegan aussi respecte ses cheveux, car ils sont vivants. On va les couper. C'est un peu vache avec le vegan, hein. Écoutez l'espèce d'exhortation de Jean Mélier justement au recours à la violence révolutionnaire. On va la lire ensemble, si vous le voulez bien. Et après, on se chante un peu de CRS et on le retourne. Où sont ces généreux meurtriers? Ça commence bien, généreux meurtriers. Quand même, hein. On est environ 10 ans avant la Révolution française. Hein. Où sont ces généreux meurtriers des tyrans que l'on a vus dans les siècles passés? Que ne vivent-ils pas encore ces généreux meurtriers des tyrans, les Jacques Clément et les Ravaillac de notre France? Ça va, c'est marrant, tous les mecs ils ont à la gueule là maintenant de dire oui, il y a une histoire de France, il y a une identité nationale. Moi je veux bien, mais dans l'identité nationale, jamais ils mettent Ravaillac. Il faut être le race que tu vois, le mec, ouais, je suis très français, je suis très Ravaillac, je trouve une niquer sa race, le mec aura le pouvoir. Mais ils en parlent pas, tu comprends? Et donc c'est l'héritage français que Ravaillac, tu comprends? L'héritage français, c'est pas que le général de Gaulle, hein. C'est aussi celui qui les massacre et qui les assassine, tu comprends? Les Ravaillac de notre France. Que ne vivent-ils encore ces dignes et généreux défenseurs de la liberté publique? Que ne vivent-ils encore aujourd'hui pour chasser tous les rois de la terre, pour opprimer tous les oppresseurs, pour rendre la liberté au peuple? Votez pour lui. Hein? Alors le truc est sympa quand même, on sent l'espèce d'enthousiasme comme ça. Mais tout à l'heure j'avais commencé ma couillonnade en parlant de l'état terroriste qui était un petit peu déjà chez Hobbes. La terreur, souvenez-vous d'où elle vient quand même, hein? Elle vient de 93 quand même, hein, où les mecs qui décapitaient à tour de rôle dès qu'il y avait un conflit finalement négocié par la violence. Et là, vous voyez, c'est aussi un petit peu ça qui se joue ici chez Mélier. Chez Mélier, il y a l'idée que ma foi, faut y aller, quoi, tu vois. Hein. Faut continuer à décaniller, hein, faut y aller, hein, faut pas mégoter. Hein. Il y a une violence qui nous sort de l'oppression, il y a une violence qui nous libère du cycle infernal de la violence. Ce qui est un peu emmerdant. Ce qui est un peu emmerdant que d'invoquer la violence pour en finir avec le cycle infernal de la violence, parce que le mec qui s'est fait ramasser la violence sur sa gueule, il a qu'une chose à dire, il dit bah tiens, vu que c'est légitime le recours à la violence pour en finir avec la violence, c'est pas vos enculés qui m'a fait violence, bah je vais te foutre une grosse violence dans ta gueule. Tu suis le truc? Le problème il est un peu là. Il est même tellement là qu'il y a un mec comme Diderot. Tu connais le mec qui s'appelle Diderot? Tu connais Diderot, hein? Diderot, tu vois. Mais Diderot, il cite les mémoires de Bougainville. Tu connais Bougainville? Le mec, il a inventé les magnolias. Hier, Charlie, il y a des magnolias en fleurs, tu vois. Donc spécial dédicace aujourd'hui à Claude, Claude François. Représente. Claude, là où tu es, je sais que tu nous écoutes et que tu aimes aussi la philosophie et la métaphysique. Et donc tu vois, et l'électricité, effectivement. Hein. On n'a jamais assez bien parlé de la philosophie de Claude François. Hein. Pourtant il y en a une, hein. Et il l'a pas mené jusqu'à son terme, mais c'est essentiellement la philosophie du lâcher prise. Hein. Je bois un coup, hein. Et donc, pourquoi, qu'est-ce que je disais là? Ouais.
Et donc, si tu veux, ouais, et donc Diderot, comme ça, il lit les mémoires de Bougainville et puis il est trop scotché parce qu'il voit la chose suivante. Il dit, c'est dingue, parce qu'avant, il y avait les amis du Brésil. Trop les mecs, ils étaient peinards, tu sais. Ils allaient au boulot et ils avaient hamac de 8 à 12 et de 14 à 17, tu vois, même incroyable, quoi. Sinon, ils allaient à la cantine où ils fumaient des gros buzz de midi à 14, tu vois, comme ça. Et sinon, le soir, ils avaient cours de plage, tu vois. C'est incroyable, tu n'en sais pas, tranquille, ils étaient peinards et tout. Et lisant les mémoires de Bougainville, il découvre la chose suivante, c'est que sitôt qu'on a amené les forces de la civilisation, et notamment les forces armées, parce que la civilisation c'est l'arme, hein, et ben Diderot dit c'est terrible parce qu'en fait, on a dit qu'il fallait les sortir de la paresse, et on leur a fait violence, c'est-à-dire on les a emmenés au travail forcé, on a emmené des lance-quenets, on a amené des forces armées, des gendarmes, qui comme leur nom l'indique, des Savariados qui a utilisé les armes contre des populations innocentes. C'est ça nous dit Diderot. Et il dit le plus remarquable c'est quoi? C'est qu'à partir de là, qu'ils sont devenus les Indiens du Brésil. Ils sont devenus féroces. Ce qui est légitime, on le comprend. Là, ils ont recouru aux armes, à la manière de ce que nous dit Méliès. Mais, dit Diderot, ce qui est super emmerdouillant, c'est quoi? C'est que dès l'instant que les Indiens du Brésil ont recouru aux armes, que s'est-il passé en face? En face, ils ont recouru à des armes plus fortes et plus violentes encore, et ils ont fait appel à des régiments entiers pour engager les premières déportations, les premiers génocides qui sont ceux de l'histoire. Et donc, si vous voulez, c'est sympa, c'est lyrique et tout, Méliès, mais c'est aussi un petit peu emmerdouillant, parce qu'en définitive, en subissant la violence objective de l'État, et en voulant répondre à la violence objective de l'État par une violence tout aussi objective, qui consiste à niquer sa race à coups de poing dans sa gueule, la force de police, qu'est-ce qu'on risque de faire? On risque de face à une force de police qui ne rêve que d'une chose, attendre une telle provocation pour être plus bacharde et plus violente encore. Tu vois l'embarras dans lequel on est? Alors on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, alors on retourne chez les végans, on reprend une petite dose de cake au thé matcha, on se refourgue une petite meringue à la crème de jus de pois. Oui, tu as raison. On tue quelques mouches pour passer le temps. Et ce faisant, on laisse faire la violence institutionnelle. Et sitôt qu'on voudrait riposter à la violence institutionnelle par la seule violence légitime qui est celle de la rue, on se fait maraver la tronche quelque chose de Maus. Et donc on sait plus. Alors on retourne prendre du putain de thé matcha, ça commence à nous exciter. Et on sait plus comment résoudre la solution. Je vais la résoudre devant vous, cher public aimé, de mes saints. Je veux dire, hein, je vais tenter de résoudre la solution dans le troisième mouvement de mon propos, et ça va être l'objet du dernier texte. Parce qu'il y a peut-être une issue. N'ouvre pas comme je n'ai pas dit d'ouvrir. Tu es fondieuse, n'est-ce pas? Tu as quelque chose à portée de main, facile à ouvrir, tout de suite tu es. Alors, je vais te donner mon 06. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant à propos du pouvoir, c'est que le pouvoir, tel que j'en ai parlé, qui exerce une domination et une violence, jusqu'à présent j'en ai parlé comme une violence objective. M'arrache ta tronche, coup de poing dans ta gueule, matraque dans ton cul, tu vois, hein? Ça s'enregistre là. Sauf que le pouvoir, il ne recourt pas qu'à une violence objective, et le mec que je te causais, qui avait un nom de comique troupier, Georges Ballandier. Georges Ballandier, il nous dit « Ah ah !» Enfin, il ne le dit pas comme ça dans ses textes, hein. Mais il dit « Ah ah !» Le pouvoir et la domination de l'État, c'est toujours une domination objective, le gendarme, mais c'est aussi une domination subjective. La domination subjective, c'est tu n'oses pas faire parce que tu as peur. Tu n'oses pas faire parce que tu respectes. Tu n'oses pas faire parce que tu sacralises. Tu sacralises. Et en définitive, le pouvoir est fort, non pas parce qu'il est armé, le pouvoir est fort parce que subjectivement, je consens à sa force et je mets dans une position psychique de faiblesse. Tu le piges, ça? Oh, il y a un mec qui s'appelle Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie, il dit, mais arrête de t'imaginer que le pouvoir est fort et qu'il s'agit, pour en finir avec lui, de lutter contre sa force à armes égales. Le pouvoir n'est pas fort parce qu'il est fort. Le pouvoir est fort parce que tu es faible. Et parce que tu te penses, toi, comme faible. Sitôt que tu cesses de lui accorder crédit, sa force objective s'effondre parce que sa force subjective a été ruinée. Tu le piges, ça?
Ça veut donc dire qu'il y a peut-être un autre moyen d'engager le rapport de force avec la puissance oppressive. Éviter la force objective et ça fait à la base la force subjective. Tu me comprends? Tu me comprends bien, toi, hein? Peut-être toi aussi, tu auras droit à mon 06 tout à l'heure. Alors, c'est quoi cette force subjective à laquelle j'adhère? C'est donner créance, donner foi. Le mot est important parce qu'il y a toujours une confusion d'ailleurs entre le religieux et le politique là-dedans. L'État est le sauveur et je m'incline devant lui. En finir avec la foi que j'accorde à l'État, en finir avec l'état de minorité intellectuelle et morale dans lequel je le mets lorsque je suis face à lui. Et ça, c'est quoi? C'est peut-être saper à la base sa crédibilité. Et le meilleur moyen, c'est quoi? C'est une subversion qui voudrait briser sa puissance, qui est presque une puissance sacrale. Et ça, c'est le recours à quoi? Plus terrible encore que le recours à la force armée, c'est le recours à la dérision. Rire du puissant, le mettre à nu, révéler son imposture, montrer qu'il n'a rien de sacré, ça suffit déjà pour l'effondrer et le faire tomber de son piédestal. Vous saisissez ça? Et ça, il y a un mec qui en parle très très bien, c'est un romancier qui s'appelle Albert Cossery. Connais Albert Cossery? Il faut vraiment le lire, il est trop génial. Et il écrit un bouquin qui traite vraiment de cette question, s'appelle La violence et la dérision. Et il parle d'un État qui est un État vraiment presque totalitaire avec la toute-puissance d'un État policier. Bien tout nous, déjà nous, toujours nous. Un État policier comme ça. Et alors bien sûr, face à cet État policier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui se mettent debout, qui se lèvent, et puis qui veulent être plus violents que la force policière. Et grâce à ça, il y a une répression policière plus violente encore. Et puis il y a des mecs qui sont vachement plus nous, ils disent, ce qu'on va faire, plutôt que d'attaquer le pouvoir en place, on va écrire, mais des tracts qui vont être des espèces d'adoration de la puissance d'État. On va considérer que celui qui détient le pouvoir, c'est un mec qui mérite vraiment qu'on l'adore et qu'on le vénère. Alors c'est des tracts super emmerdants pour le pouvoir parce qu'on ne peut pas les démolir des tels tracts. Mais en même temps, s'il les conserve, c'est là où il apparaît absolument ridicule. Et les mecs, ils sont tellement culottés qu'ils arrivent vraiment à obtenir une souscription. Et grâce à la souscription, ils vont réussir à obtenir une statue qui serait une statue. Alors vraiment, comme ça, tu vois, botérique, quoi, tu vois, au service de l'homme au pouvoir. Et l'homme au pouvoir, il est complètement pris ici, dans une espèce de truc absolument terrible, parce qu'il ne veut pas dire non à ça, mais en disant oui, il apparaît dans cette dimension grotesque et risible. Vous voyez le truc, comment il est subtil? Et donc il nous dit ici, on peut répondre à la force, il faut répondre à la force. Mais il y a une force qui est plus forte que la violence, c'est la force de la dérision en tant qu'elle sape les bases de la subjectivité. Tu piges le truc? Tu le vois un peu? Ça va? Tu le maîtrises? Tu le mûris? La preuve en image, je t'invite à ouvrir et à lire avec moi l'ultime dernier texte, Cyril de Cossy. Alors voilà, je vais te montrer un peu un petit point léger, comme ça, ce que pourrait être. Le truc, la violence de la dérision. Il est bon mon flic, hein? Dialogue entre Ekal, qui est un universitaire qu'on a fini avec l'université parce qu'on a compris que c'est quand même là aussi un lieu du maintien de l'imposture, et puis son disciple, qui lui est un espèce de petit gauchiste et tout, tu vois, il veut dire justice, police, justice nulle part, police partout, et envoyer des pavés. Et voilà la réponse de Ekal. Aucune violence ne viendra à bout de ce monde bouffon, répondit Ekal. C'est justement ce que recherchent les tyrans, que tu les prennes au sérieux. Et répondre à la violence par la violence, c'est leur montrer que tu les prends au sérieux. C'est croire en leur justice et en leur autorité, et ainsi tu contribues à leur prestige, tandis que moi, je contribue à leur perte. En suivant les tyrans sur leur propre terrain, en devenant encore plus bouffons qu'eux, jusqu'où iront-ils? Eh bien, j'irai toujours plus loin qu'eux, je les obligerai à... Alors, je l'ai cerclé le A parce que vous arrivez à bien voir. Mais c'est tout, vous arrivez à bien suivre, c'est pas... N'y voyez aucune suggestion. Eh bien, j'irai toujours plus loin qu'eux, je les obligerai à se dépasser dans la bouffonnerie pour ma plus grande joie. Et là, il y a peut-être une réponse qui nous permet de sortir, si vous voulez. D'un côté, qu'il y a la non-violence qui concède une pleine place à la violence oppressive, et puis là, le recours à la violence objective qui alimente la violence oppressive. Et là, donc, on a une réponse. Il s'agit peut-être, non pas de dire mort aux vaches, mais de suivre un exemple récent. Un exemple récent de quelqu'un qui se dit «
je respecte trop les animaux pour utiliser leur leur dénomination et avec leur dénomination insulter les flics. Hein. Trop de respect pour les vaches pour appeler les flics vaches. Tu vois. Vegan radicalisé. Donc, pas de produits animaux. Hein. Mais il faut malgré tout la lutte, il faut malgré tout engager la violence, mais la violence subjective, la violence de la bouffonnerie, la violence de la dérision. Pas de violence animale, pas d'éléments carnés, ok, la farine. Mais qui passe. Il a encore sa superbe. Il est encore très fier de lui. Il imagine qu'il est absolument intouchable. D'ailleurs, il a un costume à 15 000 balles. Et l'autre, il passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'enfarine. Respect pour la condition animale. Respect pour la condition. Mais là, en même temps, qu'est-ce qu'on attaque? On attaque le pouvoir dans son fondement subjectif. Et là, déjà, c'est gagné parce que l'autre passe pour un bouffon. Et ces bouffonneries paraissent plus manifestes encore. Vous le saisissez? Ça va? Donc, debout, oui, mais tout le monde avec soit une tarte à la crème, soit un paquet de farine. Je vous remercie. Public aimé, merci. Alors nous disposons encore de quelques minutes, je crois, pour engager le débat ensemble, une dizaine de minutes si vous voulez bien. Après les poteaux, ils vont ouvrir le bar. Et ensuite, bien sûr, j'irai de groupe en groupe pour pécho les 06. Mais, à votre disposition, pour si vous le souhaitez, engager un débat avec le public. Je suis à vous, tout entier, offert, là. N'hésitez pas à poser des questions. Le bar n'est pas encore ouvert. Hein. Là d'abord c'est les questions, on engage le débat. Hein. Et donc si tu veux, c'est encore moi qui suis sur la scène. Si tu veux, là, regarde la scène, ça continue. 10 minutes encore les vagues comme ça, puis on peut y aller là. Engagez-le, si vous le souhaitez, engagez le débat. Oui, cher monsieur, vas-y. Oui, Pierre de Metz. Pierre de Metz, 3 semaines qu'il a arrêté de boire, on peut l'applaudir. Est-ce que la farine doit être française? Ah! La question est importante. Est-ce que la farine doit être française? Je prends une deuxième question. Pas les questions qui fâchent. Ah, la question qui fâche. Oui, chère madame. Quel conseil donner à un vegan? L'enfarinage du corps électoral. Mais pas de la farine animale, hein? Sinon, là, on fait fausse note, voire fausse route. Chère madame. Et s'il continue à venir avec sa gueule farinée, nous dire et alors? Eh ben on l'entarte. On monte les degrés comme lui. On répond à la bouffonnerie par une bouffonnerie plus encore bouffonne. Ça s'explique pas. Chère madame. Qu'est-ce que peut gueuler le vegan? Qu'est-ce que peut dire? Qu'est-ce que peut gueuler le vegan? Il peut pas gueuler mort aux vaches, on est d'accord. Et il fait l'éloge de la vie animale. Il peut pas non plus gueuler vive le poulet par exemple, pas. Hein? Mais s'il soumet le poulet à la bouffonnerie et à la farce, il peut dire vive le poulet farci. Voilà. Non? Ça passe? Ça passe crème? Crème chantilly. Flash. Non. Pas crème. Ah, c'est pas vegan la crème. Ou alors il faut de la crème de vache. La crème de... Le jus, c'est vraiment. Donc, ouais, la crème de jus, ils ont la ressource. Hein. À Louis XIV. Ah, pour la dose, attendez. Pour votre voisin. Allez voir tout à l'heure. Comment apporte un fond de tarte? C'est un petit peu limite, non? C'est parti de la métaphysique au début. Oui, cher monsieur. Alors, s'il n'y a plus de violence d'État, il n'y a plus de violence. Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a les bons et les méchants? Ah oui, c'est une question qui est intéressante, en effet. Hein. Vous avez raison de la poser. Hein. Quand bien même il n'y aurait pas de violence d'État,
je pense qu'il faut rester quand même fidèle à ce que nous a expliqué au début Héraclite, c'est-à-dire que malgré tout, il y a nécessairement du conflit là où il y a de la vie. Peut-être que ce que nous avons à faire au niveau de la clarification conceptuelle, c'est le passage entre le conflit et la violence. D'ailleurs, c'est ce que disait Éric Veil. Il essayait de donner une définition du politique et il disait ça. Le politique, c'est le passage du conflit à la violence, mais ça n'est pas la négation du conflit. Parce que le conflit, il est constitutif de l'existence humaine. Et en allant même plus loin, le conflit aussi, dans les formes modernes du gouvernement, il est constitutif de l'expérience démocratique. Il n'y a de démocratie qu'à la condition qu'il y ait de la mésentente. Ça, c'est vachement intéressant. C'est ce que nous dit par exemple un grand auteur comme Rancière. Rancière, il nous dit « Se maintenir dans le politique, c'est se maintenir dans la mésentente et en finir avec l'imposture du consensus. » Parce que croire au consensus, s'imaginer qu'il n'y a pas une polarité de la vie politique en démocratie, c'est attaquer la démocratie. Et il se trouve qu'il y a des gugus aujourd'hui qui vous disent que la polarité en politique est dépassée et que par exemple la polarité à laquelle nous sommes accoutumés, qui s'appelle gauche-droite, n'existe plus. Et bien ceux-là qui disent que la polarité gauche-droite n'existe plus sont ceux-là qui mettent même en danger la démocratie en prétendant parler du consensus et en définitive en étouffant la possibilité du conflit qui est la condition par quoi la démocratie est vraiment vivante. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est très très important, qu'il s'agit sans cesse de maintenir. La démocratie, c'est la mésentente, la contradiction, les rapports de force qui s'inscrivent hors de la sphère de la violence, mais des rapports de force. Ce qui veut donc dire qu'une bonne démocratie est en pleine santé quand dedans il y a de la grève et quand dedans il y a du frottement et du désaccord. Il nous faudrait une bonne grève. Chère madame. Jean Messi a-t-il eu la liberté de ses propos ou est-ce qu'il a subi la violence de l'institution? Est-ce qu'il a été arrêté et emprisonné? La dame me demande si j'ai été arrêté, mais ça non, je ne parle pas en mon nom propre. Jean Messi. Non, je ne parle pas en mon nom propre. Vous avez vu que je cite des auteurs, je l'ai dit au début, j'énonce et je dénonce, mais je ne parle pas en mon nom propre. C'est le jeu de la scène. Mais après, si tu veux, nous pourrons établir une relation qui sera peut-être plus de l'ordre de l'intime, mais je te raconterai des choses. La troisième partie sert à ça, mais alors attends. Je distribuerai les tickets. Nous allons conclure par une petite dernière, car le combat commence à ouvrir une bouteille. Cher monsieur, l'État doit-il condamner ces bouffons? Alors, monsieur demande si l'État doit-il condamner ces bouffons. Non, parce que l'État, c'est une bouffonnerie. L'État, c'est une école de clowns. C'est ça un peu ce que j'essaie de défendre ce soir en mobilisant des auteurs, et notamment la Nicosserie, qui est mon auteur de référence à la fin, qui est plus un littérateur qu'un philosophe. Mais c'est intéressant de montrer qu'on peut faire une circulation entre l'un et l'autre, surtout lors d'un festival comme celui-ci. Mais la perspective que j'engage, elle est ici, de dire qu'en définitive, pour dire autrement, il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a pas d'état de droit. Là où il y a état, il y a imposture. C'était le propos d'aujourd'hui, peut-être qu'il est un peu froissé les susceptibilités, mais il est temps de grandir. Eh bien écoutez, je vous remercie. Et nous pouvons engager la foutaise, le bar est ouvert.